temps d'avance. Le podcast des entreprises en mouvement. Bienvenue dans Temps d'avance, le podcast des entreprises en mouvement. Il y a des parcours qui traversent les crises sans jamais les subir, des trajectoires où la finance devient une école de lucidité, d'adaptation et de décision rapide. Aujourd'hui, on parle de résilience et de stratégie à travers le prisme d'un parcours singulier, celui d'une femme qui a fait des chiffres un langage de transformation, notre invitée du jour, Jessica Benakoun, fondatrice de Keter Finance. Bonjour Jessica. Bonjour Ilan. Jessica, vous avez débuté dans de grands groupes avant de fonder Keter Finance, General Electric pour pas le nommer. Qu'est-ce que ces années dans des structures internationales vous ont appris sur la manière de gérer la complexité? Alors déjà Ilan, je te remercie pour cette introduction et donc en quelques mots, je vais peut-être repasser rapidement sur mon parcours et les années de General Electric, puisqu'effectivement j'ai passé 17 ans et que c'est une école qui m'a appris énormément de choses. Alors je suis diplômée d'une école d'ingénieur avec une spécialisation en modélisation financière et en fiscalité, donc la Solvay Business School à Bruxelles, pour ne pas la nommer. Et j'ai donc démarré ma carrière chez General Electric, Financial Service à Londres. Donc ce qui m'attirait clairement, c'était, on va dire, le côté international, puisque je parle un certain nombre de langues et j'ai toujours apprécié la diversité culturelle, la mobilité intellectuelle et puis l'attrait d'un grand groupe mondial. Chez GE, j'ai eu la chance d'occuper de nombreux postes, toujours dans les directions financières des différentes branches, à savoir du cash management dans la branche d'assurance à Londres, du contrôle des gestions dans le facteur industriel des produits de GE Plastics aux Pays-Bas. J'ai travaillé aussi à Paris sur la partie foncière d'investissement, et puis les business de LBO de nouveau à Londres, des opérations de financement structuré. Chaque poste, ça m'a apporté une brique, on va te dire, une brique de compréhension sur les fondamentaux de la finance, le cash, la dette, le contrôle du risque, la rentabilité, la prévision. Donc déjà pour ça, cette expérience très diverse a vraiment nourri une vision plutôt 360 degrés de la finance d'entreprise. Euh, Est-ce que vous direz que ça vous a formé, toutes ces différentes expériences chez General Electric, est-ce que ça vous a formé à la rigueur, à l'adaptation? Est-ce que vous vous faisiez une idée de votre poste avant d'arriver, qui a finalement n'était pas celle qui s'est mise en place? Mais effectivement, tout ce que j'ai appris, ça n'est pas sur les bancs de la fac que je l'ai appris, clairement. C'est dans mon expérience professionnelle que j'ai démarré d'ailleurs assez jeune, puisque j'ai démarré chez GE à l'âge de 22 ans. Et que j'ai eu l'opportunité d'avoir, on va dire, très rapidement des postes à responsabilité. Donc il y avait un système qui m'a beaucoup plu, qui tournait clairement autour de la méritocratie plutôt que du parcours, on va dire, scolaire, voilà. Et donc, chez GE, évidemment, alors tu parles de rigueur. Rigueur et GE, pour ceux qui ont connu le groupe à la belle époque, ce sont des mots qui sont, voilà, qui vont très bien ensemble. C'est de la rigueur, c'est de la méthode, et c'est surtout en fait la conviction que la finance, ça n'est pas que du reporting. Le rôle qui était donné chez General Electric au directeur financier et à la direction financière au sens large était un rôle la direction financière a toujours marché main dans la main avec la direction générale, la direction opérationnelle, et a toujours participé à toutes les prises de décision avec un poids très important, très en amont dans les process, puisque les problématiques de rentabilité ont toujours vu en fait l'actionnariat, on va dire public, qui était celui de General Electric. Les questions de rentabilité ont toujours été prises très au sérieux. Donc, pour te répondre, dans la première partie de ma carrière, si j'ai vraiment appris quelque chose, c'est clairement de la rigueur, de la méthode la conviction que la finance est un outil stratégique, et ce que j'ai d'ailleurs développé dans la seconde partie de ma carrière. Vous avez été confronté dans votre parcours chez General Electric, je suppose, à des temps durs, des crises. Est-ce qu'il y a des choses qui ne s'apprennent finalement dans votre métier que dans ces moments-là? Dans mon métier, comme probablement dans les autres et dans la vie de manière générale, effectivement, les crises sont toujours des opportunités de grandir, d'apprendre et probablement les plus grandes opportunités de se développer. Alors effectivement, sur 17 ans chez General Electric, dont on va dire peut-être 14 à Paris dans la banque de détail,
On a connu voilà, des périodes plus simples, d'autres beaucoup plus compliquées. Peut-être la plus intéressante à partager étant la décision de General Electric de sortir de la banque, et donc de l'actionnariat de la banque, ce qui pouvait apparaître comme étant, on va dire, un point plutôt négatif et une mauvaise chose, et qui a finalement été probablement, et pour la banque et pour moi en tant qu'individu, la plus grande opportunité, puisque j'ai eu la chance de me retrouver donc à la tête de la trésorerie et du refinancement de la banque, mais du point de vue donc du bilan de la banque. Et donc, lors de la cession de la banque de détail en France par General Electric à Cerberus, qui est un fonds de private equity américain, j'ai eu l'occasion de mettre en place des gros programmes de titrisation de créances immobilières pour plusieurs milliards d'euros, ce qui était évidemment à l'âge de 36 ou 37 ans un très gros challenge, et en même temps probablement une des expériences les plus intéressantes et les plus excitantes que j'ai jamais eu l'occasion de mener. Alors, moi, quand je vous entends, hein, vous présenter donc, tout ce parcours, et on sent vraiment une grande diversité d'expériences. Mais on a aussi le sentiment, mais pas uniquement vous écouter, c'est pour nos auditeurs, c'est que on a affaire finalement à la finance, on la voit comme une discipline qui est froide. On dit souvent, voilà, c'est des chiffres, et justement, comment on trouve l'équilibre, j'allais dire, entre les chiffres et le jugement humain? Alors c'est une question très intéressante, Ilan, et effectivement c'est ma vision de la finance. La finance pour moi, ça n'a rien de froid, la finance, ça n'est pas du reporting, ça ne consiste pas uniquement à rendre compte ou matérialiser les événements, d'ailleurs comptables ou commerciaux ou autres, qui se passent dans une entreprise. Mais la finance, c'est plutôt le squelette invisible, on va dire, de toutes les opérations, que ce soit en immobilier, en corporate. Si la structure de financement n'est pas pensée dès le départ, ça consiste finalement à construire sur du sable. Trop souvent, on voit chez certains clients un réflexe de boucler un deal, de signer, et puis dans un deuxième temps, de se poser la question du financement des projets. À mon avis, et la manière dont je travaille aujourd'hui main dans la main avec mes clients, mon approche, c'est exactement l'inverse. C'est d'intégrer son partenaire financier dès le premier jour pour construire ensemble des scénarios qui soient crédibles et surtout cohérents. Alors, je vous interromps. Euh, Est-ce que donc on est dans un monde où on parle de données, de data constante, mais est-ce qu'au-delà des données, est-ce qu'on peut sentir un dossier? Alors clairement, aujourd'hui, Ilan, j'ai envie de vous dire que les banques ou les institutions financières, fonds de dette, etc., au sens large, financent aujourd'hui à deux niveaux, à la fois des projets, on va dire, économiques qui sont décrits dans des term sheets Excel, mais enfin, de plus en plus, et on va dire avec une importance croissante, financent des personnes, des équipes et des porteurs de projets. Donc clairement, tout projet comporte un risque d'exécution, lequel risque d'exécution est minimisé par la préparation, par le professionnalisme, par l'expérience de l'équipe censée mener le projet. Donc aujourd'hui, c'est quasiment instantané. On va dire, on sent en face de soi, si on a quelqu'un qui, voilà, qui maîtrise son projet, qui connaît son marché, qui est réaliste quant aux attentes qu'il peut avoir par rapport à son projet. Et clairement, aujourd'hui, mon rôle, c'est surtout de challenger ces personnes-là sur leur stratégie, sur, encore une fois, voilà, la réalité du marché, sur les contraintes, sur les difficultés et les points faibles aussi des dossiers, parce qu'ils en ont quasiment tous, pour ne pas dire tous, et sur la manière dont on va mitiger au mieux les risques et en fait contourner et surtout faire avec les points faibles, on va Donc dire, il y a une dimension des intuitive quand dossiers. même aussi à travers. Alors, intuitive, je veux quand même penser qu'elle est fondée sur quand même un certain nombre d'années d'expérience, puisque personnellement, ça doit faire peut-être 25, entre 20 et 25 ans que je fais ça globalement, et que voilà, pour te donner des chiffres, avec Keter Finance, sur les quelques dernières années, on a financé plus d'1 milliard d'euros de dettes. Donc, j'ai envie de croire qu'il y a de l'intuition, mais je ne peux pas m'imaginer que Non, il y a l'expérience aussi n'est pas l'expérience, bien pour sûr. quelque Bien chose. sûr, bien sûr. Mais dans votre parcours, lorsque je vous écoute, on sent quand même une fidélité à certaines valeurs, la précision, la méthode, l'éthique.
Comment on fait pour garder ce cap-là dans des environnements parfois sous tension, même souvent sous tension, j'ai envie de Oui, dire. voilà, souvent, et puis même très souvent, parce que malgré tout, le nerf de la guerre, c'est le cash, et n'importe quel projet, aussi intéressant, ambitieux, novateur qu'il soit, ne se développera et ne fonctionnera qu'avec du financement dans tous les cas. Euh, alors, tu m'interroges, Hélène, sur la rigueur. Alors, effectivement, ça reste un métier de chiffres avec des variables qui sont extrêmement sensibles et des montants très importants. Ce qui veut dire que la précision et la rigueur auxquelles tu fais référence sont extrêmement importantes puisque derrière, ça se matérialise vraiment en flux de trésorerie et en cash, on va dire, sonnant et trébuchant. Et donc, on peut vraiment pas se permettre de faire de l'à peu près. Ceci étant dit, tu as raison de dire que ça peut parfois être compliqué à concilier avec, on va dire, des valeurs morales de rigueur, d'authenticité et d'honnêteté, puisqu'on peut être tenté de dire à certains clients ce qu'ils ont envie d'entendre pour avoir voilà, des mandats ou tout simplement signer des contrats. La réalité est que aujourd'hui, un projet qui n'est pas réaliste, qui n'est pas ancré dans son marché et qui n'est pas pensé et préparé, a peu, voire aucune chance de se matérialiser. Ce qui veut dire que notre rôle au conseiller financier au sens large, et en tout cas mon rôle comme je l'entends, c'est aussi et surtout probablement d'être capable de challenger mes clients sur leur stratégie, sur l'idée qu'ils se font de leur projet quand ça me semble pas réaliste, bien pensé ou tout simplement que je pense que je ne serai pas en capacité de délivrer. Et c'est aussi voilà, de se poser la question des équilibres économiques face, on va dire, au contexte réel. Mais comment on résiste en fait dans la finance à cette tentation du court terme? Alors, la tentation du court terme, elle existe comme dans tous les métiers. Alors, le premier élément, c'est que j'ai une obligation de résultat vis-à-vis de mes clients plutôt qu'une obligation de moyens. Ce qui veut dire que je mène mes dossiers à terme, quelles que soient les contraintes, les circonstances ou les délais. Euh, Ceci étant dit, on a bien sûr tout intérêt à finalement cibler relativement rapidement des montages qui aient du sens et qui aient des chances d'aboutir, plutôt que de se faire plaisir avec voilà, avec des demandes de clients qui sont parfois farfelues ou complètement hors sol. Donc, le fait de pouvoir le dire rapidement dans le process, et ça, encore une fois, grâce, on va dire, au nombre de dossiers traités, à l'expérience, c'est quelque chose ce sont des choses qui sont parfois pas agréables à entendre, souvent pas agréables à dire, mais qui doivent être dites. Et on essaie d'amener ça, bien entendu, non pas pour faire peur, non pas pour décourager les projets, mais tout simplement pour être prêt et pour contourner au mieux les éventuels obstacles qu'on aura sur notre chemin. Et là, bien sûr, la dimension court terme, c'est bien, elle est plutôt, on va dire, économique ou financière. Mais ce qu'on vend dans nos métiers, et en particulier dans le mien, c'est de l'expertise, c'est du réseau, c'est de la qualité, c'est du sérieux, beaucoup de recommandations de bouche à oreille. Et je pense que pour durer, on ne peut pas se permettre de faire de l'à peu près. Merci Jessica pour cet échange, un parcours qui rappelle que derrière les bilans, il y a toujours des décisions humaines, et derrière chaque crise, une occasion de repenser nos certitudes. On se retrouve pour un deuxième épisode de Temps d'avance dédié aux nouvelles frontières de la finance avec Jessica Benakoun. À très bientôt. Temps d'avance. Le podcast des entreprises en mouvement.